Voilà. Donc, bonsoir à tout le monde. Donc, on va démarrer cette réunion d'information sur la filiation pour les couples de femmes à partir donc, du tableau que vous voyez en partage d'écran et donc qui présente quatre catégories, quatre possibilités par rapport aux parcours les plus fréquents, en tout cas ceux sur lesquels on nous sollicite plus particulièrement actuellement. Donc, je pense que tout le monde le sait, la loi a changé le 2 août 2021 puisque c'est la date de publication au journal officiel de la loi bioéthique qui ouvre la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules. Et en même temps que l'ouverture de la PMA, crée aussi un nouveau mode de filiation pour les couples de femmes qui est la reconnaissance conjointe anticipée. Donc, on va commencer par là pour vous expliquer vraiment dans quel cadre c'est possible, comment ça fonctionne, voilà, et savoir dans quel cas vous pouvez y avoir recours. Donc, la reconnaissance conjointe anticipée, c'est deux dispositifs. C'est un premier dispositif qui s'appelle la reconnaissance conjointe anticipée, qui est un dispositif pérenne, c'est-à-dire qu'il est entré en application le 2 août 2021 et il continuera à s'appliquer dans les années à venir jusqu'à ce que éventuellement d'autres changements législatifs interviennent, mais en tout cas, il n'est pas limité dans le temps. La reconnaissance conjointe anticipée, sa particularité, et qui n'est pas toujours évidente au premier abord, c'est que dans l'anticipé, on entend avant la conception. Donc ça, c'est vraiment le point clé à retenir concernant ce dispositif, parce qu'il faut vraiment avoir en tête que c'est quelque chose qu'il faut faire en début de parcours, ou pour celles qui ont déjà commencé des parcours à l'étranger, par exemple, le faire là, avant la prochaine insémination ou la prochaine FIV. Le principe de la reconnaissance conjointe anticipée, c'est qu'elle se fait au début du parcours, donc avant la conception de l'enfant, et elle ne concerne que les parcours de PMA. Donc, en France ou à l'étranger, là-dessus, pas de difficulté. Et donc, tous les parcours de PMA qui ont débuté à partir du 2 août 2021. Donc, cette disposition-là, elle entre vraiment en application à ce moment-là et elle ne concerne que les enfants qui seront conçus à partir de août 2021. Donc, on l'assigne en début de parcours, donc avant la conception de l'enfant, et on l'assigne auprès d'un notaire. Donc, c'est une démarche qui est payante et qui doit être faite donc avant l'insémination ou la FIV. C'est une démarche qui doit être faite en même temps que le consentement à l'AMP. Alors, le consentement à l'AMP, c'est le consentement au don qu'on entend des fois de façon un peu plus commune. Voilà, c'est deux documents qui doivent être signés ensemble. C'est deux documents séparés. En tout cas, aujourd'hui, même si on sait que certains notaires vous proposent de regrouper les deux actes en un seul, nous, les informations qu'on a à ce jour, c'est que c'est deux actes différents, deux procédures distinctes, et qui doivent être signés simultanément. Donc, quand vous vous rendez chez le notaire et que vous demandez une reconnaissance conjointe anticipée, vous aurez l'acte de reconnaissance conjointe anticipée à signer et également l'acte de consentement à l'AMP. Il y a une particularité pour les parcours à l'étranger, puisque quand on est en parcours à l'étranger, généralement, la clinique à laquelle on s'adresse nous fait signer un consentement ou un contrat, ou en tout cas quelque chose qui définit les modalités du parcours et les modalités d'accès aux dons. Ce document, il n'est pas valable en France. Donc, quand vous êtes en parcours à l'étranger, vous signez des documents auprès de la clinique et vous signez également des documents en France. C'est normal
En tout cas, au jour d'aujourd'hui, de toute façon, ça, j'insiste bien là-dessus. Je pense qu'il faut le garder en tête pour toutes les informations qu'on va vous donner ce soir. Les informations qu'on vous donne ce soir, elles sont valables à aujourd'hui. Il y a des choses qui seront peut-être amenées à évoluer dans les prochaines semaines ou les prochains mois ou les prochaines années. Et donc, nous, on continuera à actualiser nos supports d'information. Si vous avez un doute dans les semaines ou les mois à venir par rapport à des informations que vous verriez, vous entendriez, notamment sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à revenir vers nous pour savoir s'il y a des choses qui ont évolué. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est sur 2 actes distincts. La reconnaissance conjointe anticipée d'une part, le consentement à l'AMP d'autre part, et même quand on est en parcours à l'étranger, on signe le document en France. Voilà, donc ça, c'est déjà le cadre un peu général. Au niveau du coût, c'est une procédure qui, pour l'instant, est facturée aux alentours de 350 €. Alors, je vous explique le détail de ce tarif parce que, justement, ça fait partie des questions sur lesquelles on attend encore des réponses. C'est-à-dire que le consentement à l'AMP, ça, on sait, c'est quelque chose qui existait déjà pour les couples hétéros avant. Donc, c'est un dispositif qui existe déjà, qui est tarifé, que les notaires ont l'habitude de faire et qu'ils facturent aux alentours de 75 €. Donc, ça, c'est une première chose. L'acte de reconnaissance conjointe anticipée, normalement, devrait être facturé aux alentours de 116 €. Donc, ces 2 actes-là s'ajoutent. Et ensuite, on a une somme qui est d'un montant de 125 € qui correspond au droit d'enregistrement. Et ça, pour l'instant, on ne sait pas encore si ça s'appliquera à la reconnaissance conjointe anticipée ou pas. En fait, les droits d'enregistrement, on sait déjà que le consentement à l'AMP en est dispensé. C'est-à-dire que quand on signe un consentement à l'AMP, il n'y a pas de droit d'enregistrement. Par contre, on n'a pas encore d'informations claires par rapport à la reconnaissance conjointe anticipée. Et donc, la plupart des notaires demandent aux femmes une provision de 125 €. Donc, quand on parle de provision, c'est-à-dire qu'ils prennent la somme comme un acompte, en fait, et qu'elle vous sera restituée si les droits d'enregistrement ne sont finalement pas dus. Mais pour l'instant, on n'a pas encore de confirmation sur cet aspect-là. Donc, ce qui nous fait un total environ de 350 €. C'est une somme conséquente. Certains notaires pratiquent des tarifs moins élevés, mais attention, il faut vraiment vous assurer qu'on vous propose bien la reconnaissance conjointe anticipée et le consentement à l'AMP. Et vous assurer aussi que voilà, le détail du tarif vous est bien communiqué et qu'il est bien clair. Vous êtes tout à fait en droit de le demander pour comprendre la somme qui vous est réclamée. Si on vous demande des sommes beaucoup plus importantes que celles-là, il y a des chances que vous arriviez à trouver un notaire qui vous propose des tarifs moins élevés. Voilà. Au niveau des documents à fournir, généralement, on demande, les notaires ne demandent que les actes de naissance des 2 femmes. Il peut arriver qu'ils demandent en complément les cartes d'identité et un justificatif de domicile. Mais généralement, le document qui permet d'établir l'acte, enfin les documents pour le coup, c'est les actes de naissance des 2 femmes. Il n'est pas nécessaire de donner aux notaires, notamment pour celles qui sont en parcours à l'étranger, les documents de la clinique qui vous auront été fournis, etc. Pourquoi? Parce que quand on est au stade de la reconnaissance conjointe anticipée, on n'est pas obligé d'avoir encore décidé si on va faire son parcours en France ou à l'étranger. Et on n'est pas non plus obligé d'avoir décidé à ce stade-là laquelle des 2 femmes portera l'enfant. Donc ça, c'est important de le garder en tête parce que si votre notaire indique des informations trop précises dans l'acte, admettons, on va prendre un exemple, un couple de femmes qui, avant le passage de la loi, était en parcours à l'étranger, poursuit actuellement son parcours, mais en parallèle, si malheureusement ça ne fonctionne pas, envisage de basculer sur un parcours en France. Et bien, dans ce cas-là,
il faudra que l'acte reste valable. Donc, c'est pour ça que le consentement à l'AMP et la reconnaissance conjointe anticipée, elles ne doivent pas, dans ces documents-là, ne doivent pas figurer des informations sur le lieu où va avoir lieu le parcours de PMA, sur laquelle des deux femmes portera l'enfant. Tout ça, à ce stade-là, ça n'a pas nécessité à être précisé. De même que la date de l'insémination ou de la FIV, par exemple. Enfin, voilà, toutes ces informations-là n'ont pas leur place dans ces documents. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on dit que ça doit être fait avant la conception de l'enfant, quand on est dans le cadre d'un protocole de FIV, ce qui compte, ce n'est pas la date de ponction ou du coup la date de fécondation des embryons, c'est vraiment la date de transfert. Donc, si certaines d'entre vous ont commencé leur parcours à l'étranger il y a plusieurs mois, qu'elles ont des embryons et qu'elles ont un transfert qui doit intervenir dans les prochaines semaines, il n'y a pas de souci, vous avez le temps de signer la reconnaissance conjointe anticipée puisqu'elle doit être faite avant le transfert. Donc, voilà, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Sur la reconnaissance conjointe anticipée, je vais passer sur la deuxième page pour qu'on va faire le tableau dans l'ordre. Donc, si on résume, on a une première étape, signature des actes chez le notaire. Deuxième étape, parcours de PMA, donc avec réalisation de l'IAD ou de la FIV qui donne lieu à une grossesse. Et dans un troisième temps, à la naissance de l'enfant, on remet la reconnaissance conjointe anticipée à l'officier d'état civil. Et à ce moment-là, la filiation est établie immédiatement à l'égard des deux mères. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est très important de fournir la reconnaissance conjointe anticipée au moment de la déclaration de naissance, parce que sinon, ça entraînerait d'autres démarches qui seraient plus compliquées. Donc, il faut vraiment que votre notaire vous remette une copie, vous remette les actes que vous allez signer voilà, dans les jours ou dans les semaines qui suivent la signature, parce qu'il faut que vous les ayez en votre possession au moment de la naissance pour pouvoir les produire à l'officier d'état civil au moment de la déclaration de naissance. Voilà, donc sur les étapes de la reconnaissance conjointe anticipée, ça s'arrête. Il n'y a pas autre chose après la naissance de l'enfant. On ne redemande pas de justifier du parcours ou d'autres informations. Voilà, ça s'arrête vraiment à ce moment-là. Et les deux mères apparaissent dans le corps de l'acte de naissance dès la déclaration de naissance. Donc, les choses sont vraiment immédiates. Ce qui, effectivement, est un grand changement par rapport aux procédures qu'on va voir ensuite. Alors, une précision, puisque vous êtes nombreuses à nous contacter dans ce cadre-là. Si vous n'avez pas signé de reconnaissance conjointe anticipée avant votre IAD ou votre FIV et que cette IAD ou cette FIV a eu lieu après le 2 août 2021, dans ce cas-là, on vous encourage à nous contacter directement. Voilà, on ne pourra pas vous donner, là, dans le cadre de cette réunion ce soir, d'informations plus précises pour les situations comme celle-là, puisque nous sommes en attente notamment d'une réunion qui aura lieu prochainement au ministère de la Justice. Mais en tout cas, si vous êtes dans ce cas-là, on vous invite à nous contacter rapidement par mail. On vous proposera un entretien téléphonique pour faire le point avec vous et pour vous expliquer où on en est au moment où vous prendrez contact avec l'association. Donc, c'est pour ça que les informations pour répondre à cette situation-là n'apparaissent pas dans le tableau puisqu'elles sont amenées, enfin, elles peuvent être amenées à évoluer dans les prochaines semaines. Ensuite, donc, nous allons passer à la reconnaissance conjointe a posteriori et donc, qui est le deuxième dispositif qui est entré en application le 2 août 2021 et qui, là, par contre, concerne les enfants qui sont nés ou qui ont été conçus avant le 2 août 2021. Dans a posteriori, on entend après la conception de l'enfant.
Donc, ce qu'il faut vraiment comprendre sur la distinction entre reconnaissance conjointe anticipée et reconnaissance conjointe a posteriori, c'est que ce qui change, enfin, ce qui détermine la catégorie ou la case dans laquelle on rentre par rapport à ce dispositif, c'est vraiment la date de conception de l'enfant. Tous les enfants qui ont été conçus ou qui sont nés avant le 2 août 2021, tous ces enfants-là relèvent de la reconnaissance conjointe a posteriori. Par contre, ce dispositif, à l'inverse de la reconnaissance conjointe anticipée, n'est pas un dispositif pérenne. C'est un dispositif qui est limité dans le temps. Donc, la reconnaissance conjointe a posteriori, elle est possible jusqu'en août 2024. Ce qui veut dire que, notamment pour les enfants déjà nés et qui n'ont pas encore pour lesquels l'affiliation n'a pas été établie encore à l'égard de la mère qui ne les a pas portés, la démarche sera possible, mais que jusqu'en août 2024. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête aussi, puisque dans la mesure où il y a une date butoir, voilà, nous, on essaye vraiment de faire circuler l'information pour que toutes les personnes à qui ce dispositif pourrait s'adresser en aient connaissance et puissent faire les démarches. Donc, quand on dit enfant né ou conçu avant le 2 août 2021, ça veut dire qu'il peut y avoir des femmes qui sont concernées par ce dispositif et qui sont actuellement enceintes. Donc, il faut savoir que la reconnaissance conjointe a posteriori, elle peut tout à fait être signée pendant la grossesse. Ça, c'est un point important sur lequel il peut y avoir des discussions un peu compliquées avec votre notaire. Donc, n'hésitez pas à faire référence à la circulaire du 21 septembre 2021 que vous pouvez trouver en téléchargement, par exemple, depuis l'article qu'on a publié sur le blog de l'association et qui est vraiment un texte qui permet d'éclaircir et d'apporter plein d'informations complémentaires au notaire et qui généralement débloque les questionnements ou les interrogations qu'il peut y avoir autour de ces actes. Donc, elle peut être signée pendant la grossesse, ça, pas de difficulté. Elle peut aussi être signée, même si l'enfant est déjà né, par exemple, il y a une dizaine d'années, et qu'entre-temps, le couple s'est séparé. Pas de difficulté à ce niveau-là non plus, puisque ce qui compte, c'est la situation du couple au moment de la conception de l'enfant et le fait que l'enfant pour lequel on fait une reconnaissance conjointe a posteriori est bien issu d'un projet parental commun. Voilà, donc ça, c'est deux points qui peuvent poser question et sur lesquels les choses sont clairement définies dans la circulaire du 21 septembre. Comme la reconnaissance conjointe anticipée, c'est un document qui se signe chez un notaire et qui est payant. Là, on a un coût qui est moindre, donc qui est plutôt autour de 250 €, puisque il y a moins de documents à signer, puisque si on revient un petit peu en arrière, sur la reconnaissance conjointe anticipée, on a aussi le consentement à l'AMP à signer, ce qui n'est pas du tout le cas dans la reconnaissance conjointe a posteriori, puisque ça vient régulariser une situation antérieure et donc des enfants qui ont été conçus ou qui sont nés avant l'entrée en application de la loi. Mais du coup, pour pouvoir bénéficier de la reconnaissance conjointe a posteriori, il faut fournir des documents qui viennent justifier du parcours de PMA. Donc, quand on dit qu'il faut en justifier, en général, on demande deux choses. La première chose, c'est la preuve du projet parental commun. Pour répondre à ce premier critère, généralement, les femmes fournissent soit le consentement au don ou le contrat qui a été signé avec la clinique et sur lequel elles apparaissent toutes les deux. Ensuite, il faut également prouver que la PMA a bien eu lieu à l'étranger et que l'acte, donc l'insémination ou la FIV, qui a donné lieu à la grossesse, a bien été réalisé à l'étranger. Et donc, pour ça, on fournit la facture de l'insémination ou de la FIV qui a donné lieu à la grossesse. Donc, c'est là qu'on a une distinction, par contre, pour la suite, entre les enfants qui sont déjà nés ou les enfants à naître. Puisque sur cette partie-là, on va avoir deux choses qui diffèrent. Pour les enfants qui sont déjà nés, une fois que l'acte est signé, il est à déposer à la mairie du lieu de naissance de l'enfant
qui se charge de recueillir les instructions du procureur pour ensuite transcrire sur l'acte de naissance, c'est-à-dire inscrire la mère qui n'a pas porté l'enfant sur l'acte de naissance de l'enfant. Cette inscription se fait en marge de l'acte de naissance. Donc, ça veut dire qu'elle est spécifiée sur l'acte de naissance. Voilà, donc ça, c'est la première situation pour les enfants qui sont déjà nés. Ensuite, pour les enfants à naître, les documents, donc l'acte de reconnaissance conjointe a posteriori et les documents justificatifs, doivent être remis au service d'état civil au moment de la déclaration de naissance. Et ensuite, le dossier est transmis au procureur par le service d'état civil. Et ce n'est qu'après le retour du procureur que la transcription sur l'acte de naissance pourra être faite. Pour y voir un petit peu plus clair, on va passer sur la deuxième page qui reprend toutes les étapes. Parce que je pense que c'est un peu plus clair quand on le formule comme ça. Donc, pour les enfants déjà nés, si on reprend, on signe l'acte chez le notaire. Ah ben tiens, il y a une coquille sur mon tableau. Donc, on signe l'acte chez le notaire. Deuxième étape, on dépose l'acte et les documents justificatifs au service d'état civil qui transmet ensuite au procureur. À réception des instructions du procureur, le service d'état civil réalise la transcription, met à jour du coup l'acte de naissance et le livret de famille. Donc, ça, c'est dans le cas où l'enfant est déjà né. Quand les enfants sont à naître, on signe l'acte chez le notaire et ensuite, on attend que l'enfant naisse pour faire les démarches suivantes. C'est-à-dire qu'au moment de la déclaration de naissance de l'enfant, on pourra déposer les documents, enfin l'acte et les documents justificatifs au service d'état civil et ce dossier sera ensuite transmis au procureur. Ce qui veut dire que les choses vont se dérouler en deux temps et ça, c'est normal. Même si vous avez signé la reconnaissance conjointe a posteriori avant la naissance de votre enfant, ça ne sera pas immédiat au moment de sa naissance. Il y aura un temps où l'enfant ne sera reconnu où le lien de filiation ne sera établi qu'à l'égard de la maman qui a accouché. Et donc, par exemple, il ne portera que son nom à elle, il ne sera inscrit que sur le livret de famille, son livret de famille à elle, par exemple. En tout cas, à ce stade-là, il ne peut pas être inscrit sur le livret de famille du mariage, par exemple, si vous êtes marié et que vous avez déjà un livret de famille. Il faudra vraiment attendre que la transcription soit réalisée. Et pour ça, il faut que le procureur ait donné ses instructions. Que les enfants soient déjà nés ou que les enfants soient à naître, le délai de réponse du procureur, il est très variable. On a des femmes qui, dès la naissance de l'enfant, sortent du service d'état civil avec un acte de naissance avec tout le monde dessus, puisque le procureur donne une réponse immédiate. Et on a des femmes qui ont déposé il y a plusieurs semaines le dossier au service d'état civil et qui n'ont toujours pas de réponse du procureur. Donc là-dessus, c'est encore très variable. On est dans une phase de mise en place de la procédure et donc il y a des délais qui sont aussi liés à ça, le temps qu'ils se familiarisent, que les choses se mettent en place. Donc, une chose importante à savoir par rapport à cette reconnaissance conjointe a posteriori, c'est que nous, on vous propose de vous adresser directement au service d'état civil parce qu'on estime que ça fait partie de leur mission de service public et que c'est facilitant pour vous de vous adresser à ce service-là plutôt qu'au tribunal. Mais il y a certains services qui disent maintenant, ce n'est pas à nous de le faire. Dans la circulaire dont je vous parlais tout à l'heure, les deux possibilités sont indiquées. C'est-à-dire qu'on indique que le service d'état civil peut recevoir les documents et les transmettre au procureur. Et il est aussi indiqué que les femmes peuvent directement saisir le procureur. Pour l'instant, on a peu de recul pour pouvoir vous dire s'il y a une différence, par exemple, de délai de traitement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a eu plusieurs témoignages de femmes qui sont ressorties du service d'état civil avec la transcription réalisée de façon immédiate. Donc, c'est bien quand même que quand on passe par le service d'état civil, on peut
espérer avoir des délais de traitement plus rapides, notamment quand les municipalités sont vraiment investies et sensibilisées sur ces questions-là. On voit bien que du coup, les circuits se mettent en place et que tout est fait pour faciliter l'accès aux couples de femmes. Donc, voilà pourquoi nous, on vous conseille de passer plutôt par le service d'état civil. Si jamais il y a des blocages, nous, on peut intervenir. On l'a fait déjà à plusieurs reprises pour reprendre avec les directeurs du service la circulaire, les dispositions qui sont incluses dedans et expliquer que pour les femmes, c'est quand même facilitant de passer par le service d'état civil. En général, ça débloque les choses et ils sont tout à fait prêts à vous épauler et à vous aider dans ces démarches. Voilà pour la reconnaissance conjointe a posteriori. Alors, je le redis, hein, on aura vraiment un temps de questions-réponses après. Donc là, on fait une présentation globale des différents dispositifs. N'hésitez pas à noter vos questions et on y reviendra par la suite s'il y a des choses qui ne vous paraissent pas claires ou des éléments qu'on a oublié de vous communiquer. Donc, je repasse sur la première partie du tableau. Qui concerne donc les différentes possibilités. Là, on a vraiment parlé de la partie PMA. C'est-à-dire quand on est dans une PMA, qu'on soit en parcours aujourd'hui ou qu'on ait des enfants qui sont issus d'une PMA, effectivement, on peut passer par la reconnaissance conjointe et donc on a ce dispositif-là à disposition. Par contre, les choses sont un peu différentes pour les deux autres types de parcours. Alors, encore une fois, hein, ce n'est pas une liste exhaustive, il y a aussi d'autres possibilités. Nous, dans le tableau, on a vraiment repris les questions les plus fréquentes qui nous sont posées actuellement. Hop. Alors, donc, la catégorie suivante, c'est les parcours CRIOS. Alors, CRIOS ou autre banque de sperme européenne, puisque ce n'est pas la seule, mais c'est la plus connue. Voilà, dans ce cadre-là, on a là encore deux distinctions à faire. Pour les enfants qui sont nés ou qui ont été conçus avant le 2 août 2021 et pour lesquels l'insémination a été réalisée en France, dans ce cas-là, seule l'adoption plénière de l'enfant du conjoint permettra d'établir la filiation à l'égard de la mère qui n'a pas porté l'enfant. Pourquoi ? Parce que dans la circulaire dont je vous parle depuis tout à l'heure, il est bien indiqué que au moment du contrôle du procureur dans la reconnaissance conjointe a posteriori, il faut qu'il vérifie que l'insémination n'a pas été réalisée en France. Donc, si l'insémination est réalisée en France et que vous avez été assisté par un gynécologue français, vous ne pourrez pas faire autrement que de passer par l'adoption plénière de l'enfant du conjoint. Ça, c'est clairement établi par la circulaire et on peut imaginer que les procureurs aussi ont été sensibilisés à cette question-là et donc vont être vigilants sur les documents justificatifs qui ont été fournis. Donc, si vous avez conçu vos enfants, enfin vous ou votre enfant, via CRIOS avant le 2 août 2021, vous n'aurez pas d'autre possibilité que de passer par l'adoption plénière de l'enfant du conjoint. Donc ça, c'est une procédure qu'on va détailler un petit peu après. Par rapport à ça, ce qui est important de comprendre, c'est que si vous avez, si vous êtes passé par une clinique étrangère et que cette clinique étrangère fait appel à CRIOS, là, il n'y aura pas de difficulté. Il y a vraiment ces deux parcours-là à distinguer et c'est pour ça qu'on précise bien que la réponse adoption plénière de l'enfant du conjoint, elle ne s'applique qu'aux inséminations réalisées en France. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'insémination qui a été réalisée en France, elle est réalisée hors cadre légal. Ce n'est pas clairement, c'est une procédure qui est illégale en France. On ne peut pas acheter et importer dans d'autres pays européens des gamètes pour réaliser une insémination en France. Ce n'est pas autorisé par la loi française et c'est pour ça que qu'il y a une volonté du législateur de dire, dans ce cas-là, plus on s'éloigne du cadre légal qui est proposé, plus alors attendez, j'ai un petit truc qui s'est mis. Voilà. Plus on s'éloigne du cadre légal proposé, plus on
on s'éloigne aussi des dispositifs qui permettent d'établir la filiation de façon automatique. Donc, voilà, ça, c'est le premier point. Pour les femmes qui sont actuellement en parcours, mais pas encore enceintes, donc via Cryos ou autre banque de sperme, ou qui vont débuter des inséminations prochainement, on vous invite à nous contacter pour qu'on vous donne des informations plus spécifiques par rapport à ce type de parcours. Voilà, il y a comme je le disais tout à l'heure, des choses qui sont en train d'évoluer ou des choses sur lesquelles on ne peut pas forcément vous apporter de réponse là par écrit dans le cadre de cette réunion, mais n'hésitez pas à contacter l'association et on vous proposera un entretien téléphonique avec une des bénévoles qui pourra vous expliquer les différents types de dispositifs. Ce que je vous propose, c'est alors, attendez, parce que moi, je ne vois plus. Voilà, je vais déplacer ça. Donc, ce que je vous propose, c'est de parler aussi de la question de l'insémination artisanale. Et ensuite, dans un autre temps, on fera un global sur l'adoption plénière de l'enfant du conjoint. Donc, l'insémination artisanale, c'est encore un autre type de parcours pour lequel là aussi, la seule possibilité d'établir la filiation avec la mère qui ne porte pas l'enfant, ce sera l'adoption plénière de l'enfant du conjoint. Pourquoi? Parce que là aussi, on est sur un parcours qui n'est pas légal. L'insémination artisanale est illégale en France. Et l'inquiétude et la volonté du législateur, c'est vraiment de ne pas priver un père, au sens juridique du terme, de ses droits. Donc, dans ce cadre-là, pour l'instant, on n'a pas d'autre outil juridique que l'adoption plénière de l'enfant du conjoint pour établir la filiation à l'égard de la mère qui ne porte pas l'enfant. On attire vraiment votre attention sur le fait que, par exemple, se dire, bon, bah, puisque pour la reconnaissance conjointe anticipée, on ne nous demande pas de justificatif, bah, rien ne nous empêche d'aller signer une RCA chez un notaire et ensuite de faire une insémination artisanale. Alors, oui, effectivement, ce raisonnement-là peut s'entendre, sauf qu'il présente un très gros risque qui est que dans ce cas-là, si jamais la filiation de l'enfant venait à être contestée par le donneur, par exemple, dans ce cas-là, la filiation de la mère qui n'a pas porté l'enfant serait automatiquement annulée. Donc, les enjeux sont quand même très, très forts et très importants. Et donc, voilà, on peut comprendre que certaines femmes se disent, bah, nous, de toute façon, on prend le risque et on verra. Mais sachez que c'est un risque qui est vraiment très, très fort parce que aujourd'hui, dans le cadre de l'adoption plénière de l'enfant du conjoint, il est arrivé, et l'association accompagne d'ailleurs un couple dans ce cadre-là, que le donneur se manifeste et veuille faire valoir ses droits. Quand il y a eu une adoption plénière, quand il y a eu des choses qui ont été engagées par la mère qui n'a pas porté l'enfant, les choses ne sont pas toujours très simples pour que le donneur puisse faire entendre ses droits et les faire reconnaître. Là, le fondement de la reconnaissance conjointe anticipée, c'est que l'enfant soit issu d'une PMA. Donc, si ce n'est pas le cas, automatiquement, la filiation qui a été établie tombe et vous n'avez pas de voie de recours. Donc, c'est vraiment important de garder ça en tête parce que du coup, ça veut dire que faire une reconnaissance conjointe anticipée et une insémination artisanale derrière, si jamais il y a un souci par la suite, vous vous exposez à ce que votre enfant se retrouve sans lien de filiation à l'égard de la mère qui ne l'a pas porté. Certaines femmes disent non, mais moi je suis sûre, tout se passera bien. Croyez-nous, enfin croyez-moi, mais au nom de toutes les bénévoles de l'association qui accompagnent les femmes qui nous contactent, on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Et pour toutes les mamans sociales ou les femmes qu'on accompagne qui ont rencontré des soucis avec le donneur, elles pensaient toutes aussi au départ que tout se passerait bien et qu'il n'y aurait jamais de difficultés. Donc, voilà, c'est notre rôle vraiment de vous alerter là-dessus et notamment sur les conséquences juridiques que ce contournement de la loi pourrait présenter. Donc,
je vous propose que là, maintenant, on passe sur la partie plus adoption plénière de l'enfant du conjoint. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Voilà, quel est un peu le descriptif de cette procédure? Sachant que le préalable à cette procédure, c'est d'être marié. Donc, ça, c'est un point important à garder en tête. Au jour d'aujourd'hui, adoption plénière de l'enfant du conjoint, c'est forcément synonyme de mariage. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit depuis quelques années que dans le cadre des couples de femmes, ben, en fait, le mariage est devenu une obligation plus qu'un droit, parce que en fait, si on veut faire reconnaître la filiation de nos enfants, ben, on n'a pas le choix que de se marier pour pouvoir leur permettre d'être adoptés par la suite. C'est quelque chose qui est susceptible d'évoluer dans les mois ou peut-être les années à venir, je ne sais pas, puisqu'il y a actuellement en cours une réforme de l'adoption. La réforme de l'adoption, qu'est-ce qu'elle prévoit? Elle prévoit que l'adoption soit possible sans qu'il y ait une condition de mariage. C'est une procédure qui est engagée, enfin une proposition de loi qui est engagée depuis plus d'1 an maintenant, et qui a passé récemment l'étape du Sénat, mais avec un texte qui a à nouveau été modifié. Et donc, voilà, on sait qu'il va y avoir d'autres étapes, comme ça a été le cas pour la loi bioéthique. Si vous avez suivi un petit peu, il y a eu plein d'étapes et le calendrier a été assez long. Donc, voilà, sur la réforme de l'adoption, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'effectivement, ce qu'elle va prévoir, c'est de supprimer cette condition de mariage. Mais quand est-ce qu'elle va le prévoir et quand est-ce que ça va rentrer en application? Ça, on est dans l'incapacité de vous le dire aujourd'hui. Donc, si vos enfants sont déjà nés, on vous encourage à ne pas attendre pour les protéger et pour voilà, vraiment établir ce lien de filiation à l'égard de la mère qui ne les a pas portés. Parce que quand on attend, on s'expose voilà, à ce que les choses n'évoluent pas forcément comme on l'avait espéré, voilà, avec des choses plus ou moins graves. Mais en tout cas, voilà, n'attendez pas, parce que si vous relevez de la procédure d'adoption plénière de l'enfant du conjoint, voilà, c'est quand même une procédure qui est longue, et donc on vous encourage vraiment à ne pas attendre, même si je suis parfaitement consciente, et on l'est tout à dans l'association, que quand on n'a pas le désir de se marier, ou quand on ne souhaite pas se marier, enfin, quelle que soit la raison pour laquelle on n'est pas marié et qu'on aurait préféré l'éviter, voilà, bien sûr que c'est contraignant et qu'on n'a pas forcément envie de passer par là, mais c'est une étape indispensable et obligatoire. Donc, il faut le voir comme la première étape de la protection de vos enfants, de votre ou vos enfants. Et voilà, c'est quand même un point important à prendre en compte. Donc, l'adoption plénière de l'enfant du conjoint, c'est donc la 3e colonne de ce tableau. Donc, comme je vous disais, pour démarrer la procédure, il faut que le couple soit marié, mais surtout, il faut que l'enfant soit né. C'est une question qu'on nous pose très souvent, savoir si il est possible de démarrer des démarches avant la naissance de l'enfant. Donc, non, l'adoption plénière de l'enfant du conjoint, elle ne peut démarrer qu'une fois que ces 2 conditions sont réunies: l'enfant est né, le couple est marié, ou le couple est marié, l'enfant est né. Dans le sens que vous voulez, ça n'a que peu d'importance, mais en tout cas, c'est vraiment les 2 conditions qui doivent être réunies pour que la procédure puisse démarrer. Donc, cette procédure, elle commence par quoi? Elle commence par la signature de l'acte de consentement chez le notaire. Quand vous contactez le notaire, il y a vraiment des points de vigilance à avoir en tête. Déjà, c'est assurez-vous qu'il comprend bien, qu'il ou elle comprend bien votre demande, et qu'il a bien compris que vous le contactiez pour une adoption plénière de l'enfant du conjoint. Parce que justement, la partie de l'enfant du conjoint a toute son importance, puisque c'est vraiment le dispositif spécifique qui va ajouter un lien de filiation et pas retirer tous les droits à la mère qui a porté l'enfant.
Donc voilà, pour pouvoir bénéficier de l'adoption plénière de l'enfant du conjoint, il faut que le couple soit marié et que l'enfant n'ait qu'un seul lien de filiation établi sur son acte de naissance. Cette procédure va permettre d'ajouter le lien de filiation de la mère qui ne porte pas l'enfant, ou qui n'a pas porté l'enfant. Donc ça, première étape, on signe l'acte de consentement chez le notaire en s'assurant bien qu'on signe pour une adoption plénière de l'enfant du conjoint. Et surtout, quand on prend rendez-vous, on s'assure de deux choses. Les tarifs, parce que là encore, enfin, on en a parlé un petit peu déjà sur la reconnaissance conjointe, mais sur les tarifs, il peut y avoir des écarts énormes. On a encore aujourd'hui des femmes qui nous contactent et qui nous disent que le notaire leur a demandé 600 ou 1000 euros pour un acte de consentement à l'adoption plénière de l'enfant du conjoint. Il faut savoir que cet acte-là, normalement, il doit vous être facturé 250 euros. Si on vous demande voilà, au-delà de 300, 350 euros, c'est vraiment que le notaire prend des honoraires, enfin une marge d'honoraires importante. Et donc, nous, on vous encourage à aller voir ailleurs, en fait, à contacter d'autres notaires qui pourront certainement vous proposer des tarifs plus corrects et plus dans la fourchette habituelle. Ce qu'il faut aussi s'assurer, c'est que et ça, s'en assurer aussi dès la prise de rendez-vous, c'est qu'à l'issue du délai de 2 mois, qui est un délai de rétractation après la signature de l'acte, l'attestation de non-rétractation vous sera remise gratuitement. Cette attestation, c'est un document qui est obligatoire pour déposer le dossier au tribunal. Et cette attestation, elle doit vous être remise gratuitement. Ce n'est pas un document que vous avez à signer et ce n'est pas un document pour lequel il faut être à nouveau reçu par le notaire. Ça ne nécessite pas de nouveau rendez-vous. Donc, une fois que vous avez signé l'acte de consentement chez le notaire, ce jour-là, un délai de 2 mois se déclenche. C'est un délai légal qui est prévu dans le cadre de la procédure. Et donc, à l'issue de ces 2 mois, vous récupérez votre attestation de non-rétractation gratuitement. Donc ça, c'est vraiment important de le voir, enfin de se caler là-dessus avec le notaire dès le départ, parce que si vous ne le faites pas, vous allez vous retrouver en difficulté quand vous allez arriver au bout des 2 mois, si le notaire vous dit « Ah ben en fait, on signe un deuxième acte et c'est de nouveau 250 ou plus, 250 euros ou plus à payer. » Donc, vraiment, assurez-vous de ce point-là dès le départ. Donc, une fois que vous avez trouvé le notaire, signé l'acte de consentement et que le délai de 2 mois est déclenché, vous pouvez profiter de ce temps-là pour constituer votre dossier d'adoption. À l'issue des 2 mois, vous récupérez votre attestation de non-rétractation et là, ça vous permet d'avoir un dossier complet. La troisième étape, ce sera le dépôt du dossier au tribunal. Alors, il y a certains tribunaux qui demandent d'attendre les 6 mois de l'enfant pour déposer le dossier. Ce délai de 6 mois, il est prévu dans le cadre de l'adoption plénière en général. Mais il y a beaucoup de tribunaux qui estiment que dans l'adoption plénière de l'enfant du conjoint, a fortiori sur un couple de femmes, l'enfant est déjà dans le foyer, et arrive né dans le foyer suite à un projet parental commun, et donc qu'il n'est pas nécessaire d'appliquer ce délai de 6 mois. Si vous voulez savoir si votre tribunal l'applique ou pas, il y a 2 solutions. Vous pouvez nous contacter et on aura peut-être l'information qui nous sera remontée à partir des retours des femmes qui nous ont contactés et qui ont déposé un dossier dans le même tribunal que vous. Ou alors, vous pouvez contacter le tribunal en leur demandant si, oui ou non, vous êtes obligé d'attendre les 6 mois de l'enfant pour déposer votre dossier. Si vous n'êtes pas obligé de signer, d'attendre les 6 mois de l'enfant, vous pouvez le déposer une fois que vous avez récupéré votre attestation de non-rétractation. Si jamais vous êtes obligé d'attendre les 6 mois de l'enfant, vous êtes obligé d'attendre pour déposer le dossier, mais par contre, pas pour aller chez le notaire. Donc, ça veut dire que vous pouvez déjà faire l'étape 1 et 2 avant les 6 mois de l'enfant pour que dès que l'enfant a 6 mois, vous puissiez déposer le dossier. Étape 4. Alors, par contre, juste une dernière précision sur l'étape 3. Là, par contre, c'est à vous de déposer le dossier au tribunal. Donc, soit aller le déposer en main propre, toujours en demandant une preuve de dépôt du dossier, soit en l'envoyant en courrier recommandé avec accusé de réception
Et donc là, c'est l'accusé de réception qui fait foi comme preuve de dépôt. Une information aussi importante par rapport à ça, tous les originaux que vous mettez dans votre dossier, pensez à en conserver des copies. Les dossiers se perdent parfois dans les tribunaux. Si votre dossier se perd et que vous n'avez pas gardé de copie de certains originaux, attestations par exemple, vous pouvez vous retrouver embêté ensuite. Donc voilà, surtout, vous déposez les originaux, vous conservez des copies. Étape 4, une fois que le dossier est déposé, il peut y avoir différentes choses qui se passent à ce moment-là. La première, qui est assez fréquente, mais pas non plus généralisée sur le territoire, c'est une enquête de police. L'enquête de police, elle n'est pas liée au contenu de votre dossier. Il y a des tribunaux, le tribunal de Paris par exemple, qui demandent de façon systématique l'enquête de police dans le cadre de l'adoption plénière de l'enfant du conjoint. Voilà, quel que soit ce que vous aurez mis dans votre dossier, quelles que soient les informations que vous aurez communiquées, l'enquête de police, si ça fait partie de la pratique du tribunal, vous serez obligé de vous y soumettre. Une enquête de police, c'est quoi? C'est une convocation à la gendarmerie ou au commissariat où on va vous poser une liste de questions qui a été transmise par le procureur et qui en fait souvent sont des informations que vous avez déjà mis dans le dossier. Donc on vous fait répéter. Mais enfin voilà, c'est normal dans le sens où c'est le procureur qui demande. Ça permet qu'il y ait un procès-verbal d'audition qui soit enregistré et sur lequel les propos que vous avez déclarés sont enregistrés officiellement. En général, cette convocation au commissariat ou à la gendarmerie est suivie par une visite à domicile. Voilà, donc qui peut souvent être vécue de façon assez intrusive par les femmes, mais qui la plupart du temps n'est là que pour vérifier que l'enfant vit bien au domicile, qu'il a bien une chambre, etc. Enfin, voilà, les conditions dans lesquelles l'enfant vit au domicile. Ensuite, il peut y avoir une enquête sociale. Alors ça, pour le coup, c'est beaucoup moins fréquent. Mais quand ça arrive, c'est pas toujours bien vécu par les familles. Et à raison, parce que les professionnels qui font ces enquêtes ne sont pas toujours très bien formés et informés sur nos schémas familiaux et sur les modes de... nos façons de faire famille. Et donc, du coup, ça peut être un moment un petit peu compliqué. Donc voilà, là pareil, hein, on peut intervenir pour vous soutenir s'il y a des difficultés, s'il y a des choses qui sont compliquées pour vous. Et ensuite, ce qui peut, la suite logique, ça va être une convocation à une audience au tribunal ou pas. Donc là encore, sur ces 3 points, ça dépend vraiment des pratiques des magistrats qui instruisent votre dossier. Un tribunal peut convoquer à certains moments et plus à d'autres parce qu'il y a eu un changement de magistrat. Ou alors, voilà, sur l'enquête de police, c'est la même chose. Donc, ça, pareil, c'est des éléments que nous, on trace quand les familles nous font un retour. En fait, il y a un questionnaire que l'association diffuse qui nous permet, c'est une série de quelques questions assez simples, où du coup, nous, on demande aux familles, voilà, est-ce que vous avez eu une enquête de police, une enquête sociale, est-ce que vous avez été convoqué? Et donc, toutes ces informations-là, on les centralise et on peut vous les communiquer si vous nous contactez en nous demandant des informations sur le tribunal dont vous dépendez. Une fois que que la convocation au tribunal a eu lieu ou pas, puisque vous pouvez aussi ne pas être convoqué, vous recevez le jugement d'adoption à votre domicile. Et donc là, on a vraiment une variation énorme du délai entre le moment où vous déposez le dossier et le moment où vous récupérez le jugement. On dit une moyenne entre 6 mois et 2 ans. C'est plus souvent 6 mois, voire 1 an, plutôt que 2 ou plutôt que moins que 6, mais les deux sont possibles. Ce qu'il faut savoir aussi par rapport à ça, c'est que si vous êtes convoqué à une audience, généralement, c'est des audiences qui sont assez rapides et qui sont simplement
dont l'objectif est simplement de reprendre les différents points de votre dossier et de s'assurer que vous êtes toujours, que la démarche est toujours d'actualité, que les informations présentes dans le dossier sont correctes avant que l'adoption soit prononcée. Une fois que vous avez reçu le jugement d'adoption, le procureur envoie la demande de transcription sur l'acte de naissance de votre enfant. Et c'est une fois que le procureur a fait cette démarche et que le service d'état civil a modifié l'acte de naissance, que vous pouvez demander la mise à jour du livret de famille. Donc, par rapport à ça, c'est pareil, il peut y avoir des délais qui sont assez variables. Ça peut être très rapide comme ça peut être beaucoup plus long. Donc, voilà, là, le seul moyen, si vous voulez vous tenir informé, c'est de voir avec la mairie et si c'est vraiment trop long, de relancer le procureur. Une information importante dans le cadre de l'adoption plénière de l'enfant du conjoint, c'est que tout ce qu'on vous dit là, c'est la façon dont ça se passait jusqu'à maintenant. Là, le fait qu'à partir de maintenant, on ait la possibilité de la reconnaissance conjointe a posteriori et de la reconnaissance conjointe anticipée, ça pourra peut-être, ça pareil, on pourra vous le dire dans quelques mois, entraîner un changement de positionnement des tribunaux et de gestion des dossiers, notamment pour les femmes qui ont fait une insémination artisanale et à qui, du coup, on va demander peut-être pourquoi elles sont là, pourquoi elles n'ont pas fait une reconnaissance conjointe. Est-ce qu'elles ont bien réalisé une PMA à l'étranger? Enfin, voilà, des questions de cet ordre-là. Ce qu'on vous invite à faire, c'est de nous recontacter si vous êtes convoqué dans un tribunal dans les prochains mois pour qu'on puisse vous dire si les choses ont évolué ou pas. Ce qu'on peut imaginer, c'est qu'effectivement, il y aura des questions de l'ordre de pourquoi vous n'avez pas fait une reconnaissance conjointe, est-ce que vous êtes passé par une PMA, enfin voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que mentir à la justice, c'est compliqué. Enfin, surtout, si vous avez fait une insémination artisanale, ne dites pas que vous avez fait une PMA. Parce que si on vous demande des justificatifs ou si on vous pose des questions un petit peu plus poussées, vous pouvez un peu vous prendre les pieds dans le tapis et ça peut être assez compliqué. Donc, mentir, ce n'est pas une option. En général, voilà, mentir à la justice, ce n'est vraiment pas la bonne façon de procéder. Par contre, voilà, sur le fait de donner des informations sur la façon dont on a procédé pour avoir son enfant, ça, c'est à voir en fonction de chaque situation et donc on ne vous donnera pas d'informations précises ou de réponses précises à cette question là ce soir parce que c'est vraiment à voir en fonction de votre situation, en fonction de comment vous avez procédé. Enfin, voilà, c'est compliqué de donner des informations générales sur cette question-là. Nous, on préfère vraiment avoir un échange en direct avec vous et vous apporter des informations qui sont valables et qui s'appliquent vraiment à votre situation. Donc voilà, si vous êtes convoqué dans les mois à venir par un tribunal suite dans le cadre d'une adoption plénière de l'enfant du conjoint, suite à une insémination artisanale, contactez-nous et on vous dira un petit peu où on en est et voilà, quelle est la situation dans les tribunaux à ce moment-là. Je pense qu'on a fait le tour des informations dans le tableau. Une chose importante que je n'ai pas abordée, puisque ce n'est pas présent dans le tableau, mais qui peut vous être utile aussi, c'est la question du nom de famille. Alors, je vais rester sur cette page-là, puisque sur la question du nom de famille, on a deux possibilités. On a ce qui va s'appliquer dans le cadre de la reconnaissance conjointe et ce qui va s'appliquer dans le cadre de l'adoption plénière de l'enfant du conjoint. Dans le cadre de la reconnaissance conjointe, le nom de famille de l'enfant peut être… alors, je vais prendre vraiment du début. Reconnaissance conjointe anticipée, le nom de famille de l'enfant est choisi au moment de la déclaration de naissance, puisque là, tout se fait en direct à la naissance de l'enfant. Donc, vous choisissez le nom de famille de l'enfant. Alors, ça peut être un des deux noms. Ça peut être les deux noms de famille des mamans, dans la limite de 2 noms de famille et dans l'ordre que vous voulez. Sauf si vous ne faites pas de choix,
là, c'est les 2 noms de famille dans l'ordre alphabétique. Dans la reconnaissance conjointe a posteriori, c'est le même principe, sauf que les choses se font au moment de la transcription sur l'acte de naissance. Donc ça, c'est bien, si vous voulez faire un changement de nom de votre enfant, il faudra le faire au moment où vous déposez le dossier de reconnaissance conjointe a posteriori. Il faudra informer le service d'état civil qui vous donnera un formulaire qui ne sera certainement pas adapté à votre situation puisqu'il y aura certainement indiqué père et mère dessus. Donc, n'hésitez pas à le raturer et à informer le défenseur des droits du fait que vous êtes dans l'impossibilité de faire certaines démarches administratives puisque le formulaire n'est pas adapté à votre situation. Et pour l'adoption plénière de l'enfant du conjoint, par contre, le nom de famille peut être modifié au moment de la procédure. Et là, c'est une déclaration de choix du nom de famille que vous devez joindre dans le dossier d'adoption. Et si vous ne le faites pas, il y a des tribunaux qui le demandent, mais en tout cas, c'est bien de le mettre d'emblée, comme ça, vous êtes sûr que ce sera bien pris en compte. Donc voilà, la déclaration du choix de nom de famille, elle est jointe au dossier que vous déposez au tribunal et elle s'applique une fois que l'adoption est prononcée. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des informations générales, en tout cas, qui sont reprises dans ce tableau. Si vous avez des questions complémentaires, pour les personnes surtout qui visionneront le replay de la réunion, n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou à envoyer un message par le biais du formulaire contact du site internet. On vous enverra des informations complémentaires par mail. On pourra vous redonner des réponses s'il y a des questions qui n'ont pas été abordées ou des choses qui n'étaient pas très claires ce soir, puisque nous, on répète beaucoup les mêmes choses. Alors, des fois, il y a des choses qui nous semblent évidentes et en fait qu'on oublie de préciser et qui peuvent être très importantes pour vous. Donc, voilà, formulaire de contact sur le site internet de l'association ou notre adresse mail. Voilà, on vous encourage plutôt à utiliser ces canaux-là que les réseaux sociaux parce que sur l'adresse mail de l'association et le formulaire de contact, on est plusieurs bénévoles à répondre et donc du coup, ça permet que vous ayez une réponse un petit peu plus rapide et détaillée que sur les réseaux sociaux notamment. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais arrêter l'enregistrement de la réunion et nous allons pouvoir passer à la séance de questions-réponses. Alors, il faut... Hop.